Bonjour et bienvenue sur le podcast YouTube de Dinis Guarda, une fois de plus alimenté par citiesabc.com, businessabc.net et wisdomia.ai. Nous vivons dans un monde plein d'excitation et aussi plein de défis. Et dans cette série, nous continuons à dresser le profil de certaines des personnes qui changent le monde et qui cherchent surtout, je dirais, les choses les plus radicales en matière de business et de technologie. Et bien sûr, lorsque vous regardez ces choses, probablement le plus important qui nous touche est le sens de la sécurité, le sens de la façon dont nous faisons face à tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Et surtout à une époque où la technologie devient plus avancée ou du moins au même niveau que les humains, nous avons beaucoup de considérations à examiner à ce sujet. Cet épisode sera particulièrement spécial car il traite d'un domaine qui me passionne beaucoup. Bienvenue dans notre série Eric Michael O'Neill. Eric est un avocat en sécurité nationale ou en sécurité américaine, un enquêteur d'entreprise et un stratège national en cybersécurité, l'opératif légendaire du Federal Bureau of Investigation. La carrière d'Eric a commencé au contre-espionnage du Federal Bureau of Investigation en tant qu'agent infiltré, et son travail sous couverture a fait tomber Robert Hanssen, l'espion le plus notoire et dommageable de l'histoire des États-Unis. Après avoir servi au Federal Bureau of Investigation, Eric a obtenu son doctorat en droit de la faculté de droit de l'université George Washington avec honneur. Puis, il a travaillé en tant qu'avocat en sécurité nationale et enquêteur d'entreprise dans des cabinets de premier plan comme le cabinet juridique D.L. à Piper. Eric est le fondateur du Georgetown Group, une entreprise de services de sécurité de premier plan, et il sert de stratège en sécurité nationale pour les entreprises de cybersécurité, y compris Cyberspawns, Inc., Next, Assure et le Carbon Black Conscient, pour n'en nommer que quelques-uns. Il a aussi été directeur, notamment conseiller juridique général et directeur de l'éthique pour les communautés mondiales. Il est également un conférencier public très recherché et stratège en cybersécurité de renom, inspirant les publics et les entreprises et organisations à se protéger et leur donnant des outils concrets pour le faire. En tant que commentateur médiatique, il a été couvert par tous les grands médias internationaux comme CNN, ESPN, Fox, Newsweek, TechCrunch et beaucoup d'autres. De plus, une partie de son histoire a été recréée par Hollywood avec le film acclamé par la critique de Universal Pictures, Reach, avec Ryan Phillips dans le rôle d'Eric O'Neill et Chris Cooper et Robert Downson. Et bien sûr, nous allons également parler de son dernier livre, Le Grand Jour, ma mission secrète pour dénoncer le premier espion cybernétique américain. Et son prochain livre, La menace invisible, doit être publié en 2025. Il y a beaucoup de choses que je pourrais lire davantage. Eric, bienvenue dans notre série. C'est un honneur de vous avoir ici. Merci de m'avoir invité, Dinis. C'est un honneur. Alors, Eric, quelqu'un qui a eu affaire à tant de choses, je dirais, dans les domaines de la sécurité globale et nationale, tout commence quelque part. Un peu de votre histoire et surtout avant que vous n'entriez dans cette carrière, je ne sais pas, j'aimerais revenir à votre éducation. Pouvez-vous décrire brièvement votre situation actuelle et votre parcours? D'accord. Je suis allé à l'université, comme beaucoup de gens ici aux États-Unis, et je cherchais un endroit où je me sentais à ma place. En fait, je suis allé à l'université d'Auburn dans le sud en tant qu'ingénieur aérospatial, et j'ai passé 1 an en ingénierie aérospatiale avant de me transférer en architecture et de faire un petit passage en informatique, puis finalement j'ai terminé en psychologie et en sciences politiques. Et cela après quelques autres spécialités simplement parce que j'ai trouvé que j'avais les crédits pour cela et je pensais que j'allais quitter l'école, devenir avocat, ce que j'ai fini par faire plus tard. C'était juste un processus un peu long pour y arriver et probablement parce que je lisais trop de romans de John Grisham, je pensais que mon travail allait consister à choisir des jurys et j'allais utiliser la psychologie et une partie de la science politique et toutes ces choses que j'ai apprises pour choisir le jury parfait pour une affaire. La vie est bien plus complexe que cela. Il y a tellement de choses qui la composent. On trouve en quelque sorte son chemin ou alors c'est le chemin qui nous trouve. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai quitté l'école, j'ai trouvé un emploi en tant que consultant en litige qui n'était pas avocat et n'avait pas le même poids. J'étais malheureux dans ce travail et je cherchais quelque chose qui aurait du sens. Pour moi, c'était intégrer le Federal Bureau of Investigation. J'ai rejoint le Federal Bureau of Investigation en tant que fantôme, qui est le terme cool pour les spécialistes de l'investigation dans le groupe de surveillance spéciale.
Notre travail consistait à suivre des espions et des terroristes partout dans la région de District de Columbia où j'opérais et à les arrêter avant qu'ils ne commettent le méfait diabolique qu'ils essayaient de faire. Donc, mon expérience au Federal Bureau of Investigation était dans la science du contre-espionnage. La lutte contre le terrorisme consiste à déployer le contre-espionnage contre les terroristes plutôt que les espions. Cette expérience a grandement influencé mon opinion de leader en matière de cybersécurité. Et je sais, nous en parlerons un peu plus tard. Mais être au Federal Bureau of Investigation, apprendre à comprendre l'artisanat, le fonctionnement des espions qui essaient de voler des secrets, puis savoir comment les contrer en utilisant diverses tactiques et techniques a été une étape critique dans mon apprentissage. Et cela a influencé ma façon de penser non seulement sur la manière de s'attaquer, la cybersécurité dans laquelle je suis finalement tombé et le business en général m'ont donné une manière de penser très spécifique sur le monde et comment vous pouvez utiliser les données et les informations pour prendre les meilleures décisions. Pour le Federal Bureau of Investigation, il s'agit d'appréhender un espion avant qu'il ne dérobe des secrets, ou un terroriste avant qu'il ne commette un attentat. Mais lorsque j'ai commencé à créer des entreprises et à me lancer dans le monde, en devenant plus entrepreneur, cela a informé comment je synthétisais rapidement les données pour prendre de bonnes décisions, que ce soit en affaires ou autrement. Ah, c'est une histoire, c'est incroyable. Tu sais, lorsqu'on voit ce genre de choses, on pense à la science-fiction et aux films de James Bond. Series. Mais, Cela a un impact massif dans notre société. Et aussi, l'une des choses que je regarde toujours, c'est la taille des menaces liées dans de nombreux domaines. Donc ce n'est probablement pas nouveau dans l'histoire. On dit que les espions sont les métiers les plus anciens de l'histoire, disons-le comme ça. Mais il y a beaucoup de confiance ici, surtout dans l'histoire. Les gens espionnaient, mais auraient plus de conséquences, bien sûr, sur la sécurité nationale. Mais maintenant, nous parlons de quelque chose qui peut impacter toute la civilisation et, dans certains cas, peut réellement provoquer une perturbation massive dans l'économie sociale et de nombreux autres domaines. Donc, grâce à votre éducation et aussi, vous avez bien sûr un très solide parcours académique. Donc, de votre éducation à la Federal Bureau of Investigation, puis en tant qu'auteur, juste un peu avant d'aborder vos réalisations et votre carrière, comment voyez-vous ce genre de croisement en termes d'éducation et de carrière? Vous avez mentionné le passage de la lecture de romans à en faire partie, puis devenir un leader d'opinion et un orateur. Comment percevez-vous ces différentes étapes et la façon dont elles sont perçues par différents publics? c'est vrai. Eh bien, j'ai fini par aller à l'école de droit, et j'ai fini par aller à l'école de droit pendant que j'étais à la Federal Bureau of Investigation, travaillant sous couverture, ce que je pense être la chose la plus folle que vous pourriez faire. Quand je parle à des amis dont les enfants sont intéressés par le droit, je leur dis de tout faire, supplier, emprunter, voler, pour que leur enfant puisse étudier le jour et s'amuser. J'allais à l'école le soir. Après avoir travaillé une journée complète à la Federal Bureau of Investigation, parfois je devais manquer des opérations, ou plus souvent manquer l'école à cause d'elles. Et c'était très difficile, mais cela m'a appris la gestion du temps. Travailler dans un emploi clandestin, où vous bougez là où votre méchant bouge, et vous dormez quand il dorme, et vous mangez quand il mange, et aussi essayer d'établir une carrière en tant qu'avocat, signifiait que je devais être capable de jongler avec beaucoup de balles. Et c'est quelque chose que j'ai certainement porté en avant. Oui, mon expérience en cybersécurité a commencé avec un intérêt très précoce pour les systèmes informatiques dans les années 1980, lorsque les ordinateurs étaient la nouvelle chose et se construisaient et grandissaient année après année, non seulement en termes de capacité de la technologie, mais aussi de l'expansion des choses que les ordinateurs pouvaient faire. C'est très tôt, et à l'époque, si vous vouliez faire quoi que ce soit avec un ordinateur, tous les programmes étant sur une disquette, vous deviez apprendre à coder un peu. J'ai donc commencé à apprendre à coder, à travailler avec des amis et à démonter et construire ces choses. Les systèmes informatiques ont toujours été une passion pour moi. Mais en entrant au Federal Bureau of Investigation, j'ai commencé à réaliser que beaucoup des analyses que nous faisions pourraient être mieux faites en utilisant certaines des mêmes bases de données que j'utilisais lorsque j'étais à l'école de droit. Et cela m'a stupéfait qu'à l'époque, les équipes du Federal Bureau of Investigation prenaient du papier et le déposaient sur de grandes tables de conférences en essayant de faire des connexions de cette façon. Alors j'ai écrit un programme, et c'était un programme d'analyse des menaces. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé des données au fil du temps avec l'idée que les Russes ont tendance à planifier leurs objectifs opérationnels année par année. Donc, ils auront une source aux États-Unis et ils diront, à toutes ces dates, vous ferez un dépôt mort. Vous mettrez vos secrets dans le sol quelque part de spécial que seuls vous et moi connaissons.
Et à chacune de ces dates, vous m'enverriez un signal pour m'indiquer que vous venez d'enterrer vos secrets. Quand je passe en voiture, je vois un ruban sur un panneau ou une punaise dans un poteau, et je sais que je peux aller chercher les secrets. Eh bien, ils doivent planifier cela 1 an, 2 ans à l'avance. Et toutes ces dates sont des dates fixes. Ainsi, en analysant le passé et les leçons apprises, vous pouvez prédire l'avenir. La base de données a été efficace. Au Federal Bureau of Investigation, faire des extras ne vous apporte pas beaucoup de crédit, mais vous rend plus notoire. Cependant, cela m'a aidé à apprendre une nouvelle manière d'analyser les données et de les déployer toutes les deux. Mon apprentissage en sciences et contre-espionnage avec cette expérience en informatique, système informatique et programmation. C'est la combinaison de ces 2 éléments qui a forgé mon leadership d'opinion en matière de cybersécurité. Donc, il faudrait pas souligner que bien que la cybercriminalité et la cybersécurité soient des sujets très discutés de nos jours, si vous remontez dans le temps, vous verrez que ce n'était pas toujours le cas. 20 ans, 30 ans, et vous êtes toujours jeune, mais il n'y avait pas d'ordinateur. L'Internet a moins de 20 ans. Donc, avant de parler de votre carrière, vous étiez l'une des premières personnes à, bien sûr, d'une part, regarder l'espionnage et le cyber et toutes ces différentes choses, mais aussi à réaliser que la cybercriminalité et la cybersécurité sont maintenant des choses courantes, mais il y a juste 10, 20 ans, ce n'était pas le cas. Et probablement que la plupart des gens n'en parlent pas, à moins d'être vraiment en informatique et ainsi de suite. Donc, aussi bien au sein du Federal Bureau of Investigation qu'en tant qu'avocat, vous avez traversé toutes ces choses. D'une part, il est sur les politiques autour de cela. Bon, il y a le fait de réaliser à quel point c'est énorme, et juste pour les gens qui nous écoutent, les entreprises de cybersécurité prévoient que la cybercriminalité coûtera à l'économie mondiale 9,5 trillions d'euros par an en 2024, l'année où nous sommes. Cela représente donc 10% de l'économie mondiale. J'aimerais avoir votre avis là-dessus avant notre voyage en Corée, qui est un pays incroyable. Le chiffre réel en 2024 dépasse les 12 000 milliards de dollars. C'était une prévision précoce. Je pense que c'était une prévision pour 2021, et le chiffre a dépassé les 12. Je prédis qu'en 2026, nous serons à 20. Si vous regardez simplement la croissance astronomique de la cybercriminalité face à l'incapacité des forces de l'ordre à démanteler de manière substantielle les principaux syndicats de cybercriminalité. Donc, la cybercriminalité est une chose importante. Actuellement, si vous considérez la cybercriminalité comme un produit intérieur brut, vous pensez à 12 000 milliards de dollars en cybercriminalité circulant uniquement sur le dark web, où tous les méchants se cachent non seulement des forces de l'ordre, mais c'est aussi un système qui leur permet d'être payés principalement en crypto-monnaie. D'autres moyens de paiement existent pour eux, mais celui-ci est privilégié, car plus difficile à tracer par les forces de l'ordre. Donc, si vous deviez regarder le dark web, juste la cybercriminalité sur le dark web, il y a beaucoup d'autres mauvaises choses qui y circulent. Je veux dire des trillions de dollars supplémentaires en crimes, mais juste la cybercriminalité, puis le dark web, en termes de produits intérieurs bruts, est la 3e plus grande économie sur Terre. Cela va toujours aux États-Unis puis à la Chine. Ensuite, c'est le dark web qui est maintenant plus grand que les 2 pays suivants, qui seraient l'Allemagne et le Japon réunis. C'est donc extraordinaire. Et c'est quelque chose dont nous devons nous préoccuper car ce crime non contrôlé signifie que de plus en plus de jeunes entrepreneurs décident de devenir des criminels car ce n'est pas perçu comme le même crime que, disons, voler une banque avec une arme à feu, n'est-ce pas? Les crimes ont toujours des victimes. Les gens sont profondément affectés lorsqu'ils perdent les économies d'une vie. Les criminels utilisent la servitude pour dette ou le travail forcé, où ils rassemblent des gens et les forcent à travailler dans des centres d'appel. Ils doivent atteindre leur quota sous peine d'être battus. Ces centres d'appel du dark web surgissent dans des pays partout sur la Terre et la criminalité augmente. Il nous incombe donc en cybersécurité de commencer à résoudre le problème nous-mêmes. Et la façon de faire cela est de devenir plus résilient et fort. Donc oui, quand vous regardez la cybercriminalité, elle est en croissance. J'étais l'une des premières à dire, et c'est ma signature dans le livre Grey Day, qu'il n'y a pas de pirates, seulement des espions. Et les gens sont comme, eh bien, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et vous savez, Eric a des espions dans le cerveau, tout ce dont il parle, ce sont des espions. En effet, c'est probablement lié à mon passé de chasseur d'espions, mon ancien métier, mais en me tournant vers la cybersécurité, mon leadership intellectuel a un peu repoussé les limites, c'était il y a 15 ans, en disant que nous devons arrêter de penser aux cybercriminels comme à ce pirate, parce que
Lors de discours, je demande souvent aux gens d'imaginer la première image qui leur vient à l'esprit quand je dis « pirate ». D'accord, vous l'avez. Qui a pensé à un gamin dans un sous-sol en train de taper sur un clavier, capuche noire, n'est-ce pas? Il crie à sa grand-mère « Laisse-moi tranquille ». Des litres de boissons énergisantes, de mauvais glucides, il appuie sur une touche de son clavier et dit quoi? Dans chaque film et émission télévision qui dépeint de manière irréaliste le hacker, quand il dit « je suis dedans », c'est comme par magie. Les attaques ne se produisent pas simplement en tapant sur un clavier. Les pirates utilisent plutôt l'ingénierie sociale. Ils utilisent des stratagèmes de confiance, des attaques par usurpation d'identité et maintenant l'intelligence artificielle générative pour construire ces attaques très, très trompeuses. Et tout cela est emprunté au manuel d'espionnage. Quand je dis qu'il n'y a pas de pirates, seulement des espions, je veux dire que l'espionnage et le cybercrime ont évolué. Tout le contenu papier a été numérisé, obligeant les espions à s'adapter pour le voler sous ce nouveau format. Ainsi, les espions utilisent des cyberattaques et les criminels ont appris d'eux pour déployer certaines des meilleures cyberattaques existantes. Je souhaite en parler plus, mais avant, pour notre public sophistiqué qui nous écoute pendant 1 heure, il est clair qu'il ne serait pas là s'il n'était pas intéressé par des personnalités comme vous. Mais je pense que l'un des défis que nous avons dans tout ce que vous venez de mentionner, et c'est pourquoi je suis très excité de vous avoir ici, c'est qu'à une extrémité, il y a 2 récits. Il y a le récit de James Bond, tous ses romans, toute la fiction. Comme vous l'avez mentionné, les acteurs sont dépeints comme de nouveaux héros rebelles, etc. Mais il y a aussi la réalité du piratage d'1 milliard de dollars qui touche tout le monde. Et bien sûr, donc je veux parler du dark web, d'accord? Comme vous l'avez mentionné, je pense qu'il est important que les gens comprennent cela, car l'un des défis que j'ai rencontrés, et je travaille avec des gouvernements du monde entier, et c'est vraiment un grand défi, même avec mon public, je provoque toujours à la fois mon équipe et mon public sur leur niveau de compétences numériques. Et malheureusement, et je pense que c'est probablement la même chose pour vous, c'est que 90% des gens ne comprennent pas le numérique, ce qui est un grand nombre, mais je ne dis pas cela pour le plaisir, je dis cela à partir de mon expérience. Et je dirais que 99% ne comprennent pas toutes les choses dont nous parlons. Donc je pense que l'un des défis, tout d'abord, nous devons réaliser à quel point cela est impactant, et nous devons faire partie, comme vous l'avez dit, que nous faisons tous partie de cela. Nous en faisons tous partie, directement ou indirectement, activement ou passivement. L'impact est considérable, surtout en étant passif. Donc, je veux d'abord aborder le dark web. Le dark web est un endroit avec lequel la plupart des gens n'ont probablement jamais eu de contact direct. Donc, venant de quelqu'un comme vous, qui êtes bien sûr un auteur et spécialiste de renommée mondiale sur ce sujet, mais aussi un expert du Federal Bureau of Investigation et beaucoup d'éducation. Parlons un peu du dark web. Même si je n'en ai probablement jamais parlé ici avec mon public, à quelques exceptions près. Mais juste pour les gens, je vais répéter ce que vous venez de dire. La 4e plus grande économie du monde, et aussi devenir plus grande, de bien des façons, parce que nous avons un monde très complexe, et aussi l'intelligence artificielle va le rendre beaucoup plus grand. Alors je veux entendre de vous-même, parce que c'est un élément clé. Oui, vous mettez le doigt sur le problème et vous n'avez pas à vous sentir non sophistiqué ou ignorant si vous ne savez pas ce qu'est le dark web. Il s'avère que très peu de gens le savent. Je m'adresse à des auditoriums remplis de 1000 professionnels de la cybersécurité. Je peux expliquer ce qu'est exactement le dark web si quelqu'un ici veut en savoir plus. Peut-être qu'une ou deux mains se lèvent parmi des milliards de personnes, n'est-ce pas? Nous ne comprenons pas vraiment ce qu'est le dark web, sa conception ou son fonctionnement. C'est un sujet que je démystifie dans mon nouveau livre. Je consacre en fait un chapitre où je m'assois avec un ami qui est un chercheur sur le dark web. Il a les références d'un mauvais gars et il y va pour trouver les dernières attaques et aider à informer les entreprises de cybersécurité. Pour comprendre le dark web, il faut d'abord saisir ce qu'est Internet dans son sens le plus élémentaire. Un système de communication et d'ordinateurs en réseau qui s'étend à travers le globe. Et l'Internet actuellement est gigantesque. C'est 80 zetaoctets de données et ça augmente. D'ici 2026, ce sera 180 zetaoctets. Et pour donner une idée de ce qu'est un zetaoctet, si je superposais du papier de mes pieds aussi haut qu'un zetaoctet, vous savez, le papier est aussi des données, n'est-ce pas? Vous savez, une page a des données écrites dessus. Si je les empilais page par page aussi haut qu'un zetaoctet, cela irait jusqu'à la galaxie d'Andromède, une année-lumière de données. C'est énorme. Nous en avons 80, l'Internet est donc massif,
Et la plupart de ce que nous pensons de l'Internet ne représente que 10% de l'Internet. Ce sont les choses qui sont ouvertes, ce que nous appelons le web de surface. Tout ce que vous pouvez rechercher sur Google, tout ce que vous pouvez demander à votre navigateur préféré et qui renvoie une question, ma page web, votre page web, les choses que nous ouvrons et que nous voulons que les gens trouvent. C'est le lieu de vie du marketing et de la publicité. C'est là que le compendium de toutes les connaissances de l'existence humaine est à portée de main. Enfant, nous devions consulter une encyclopédie ou aller à la bibliothèque. Aujourd'hui, il suffit de chercher en ligne. Cela ne représente que 10% d'Internet. Les 90% inférieurs sont le web profond. Ce n'est pas un mauvais endroit, mais un bon endroit sécurisé d'Internet. La cybersécurité vise à protéger tout cela. Ce sont les zones où il est censé être difficile d'accéder à ces informations. Ce sont vos relevés bancaires. Ce sont vos dossiers médicaux. Ce sont toutes les données confidentielles que vous stockez dans le cloud pour votre entreprise. Ce sont toutes les choses que vous voulez garder privées, comme vos comptes de courrier électronique, de médias sociaux, et tout ce qui est sécurisé par un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et si vous êtes vraiment intelligent, 2 ou 3 étapes meilleures qu'un mot de passe dont nous parlerons plus tard, mais qui ne fonctionne tout simplement plus. Vous le protégez donc, c'est ce que les attaquants veulent dérober. Maintenant, 10% de ces 90% tout en bas, la plus petite partie d'Internet est le dark web. Mais comme l'Internet est gigantesque et en expansion, le dark web se développe en parallèle, tel un parasite qui se nourrit de lui. Le dark web est hébergé sur des serveurs répartis dans le monde entier, dont certains sont gérés par des bénévoles qui ajoutent leurs serveurs au réseau. Certains se trouvent sur des îles de pirates, inaccessibles aux forces de l'ordre, où se situent de grandes fermes de serveurs. Et certains sont simplement volés à des entreprises du monde entier. Vous pourriez diriger une entreprise avec un certain nombre de serveurs, et l'un de vos serveurs a été secrètement partitionné par des méchants pour alimenter le dark web. Parce que le dark web n'est qu'un système différent de serveurs réseau qui prospèrent comme une partie de l'Internet. C'est très difficile à fermer et à trouver. Vous devez avoir un navigateur très spécial, vous devez avoir des connaissances spécifiques et vous devez connaître l'adresse physique tapée du marché du dark web ou du forum de discussion ou de la ressource d'information que vous essayez de trouver. Ce qui est une bonne chose car nous ne voulons pas que des touristes ou des novices aillent sur le dark web car 90% des sites là-bas vont juste vous infecter avec des logiciels malveillants, des ransomware et voler vos informations. Donc, vous devez être bien informé pour y arriver. Mais ce que j'aime dire, c'est ici, il y a des monstres. Le dark web permet d'acheter et de vendre certaines des pires choses au monde. En plus de tous les cybercrimes qui sont soutenus et aidés, et en tant que système de paiement complet sur le dark web, vous pouvez acheter de tout, de chaque drogue illégale connue de l'homme, aux armes, jusqu'aux personnes réelles. Le dark web comporte un important trafic d'esclaves humains et même un sinistre marché d'organes où l'on peut se procurer yeux, cœurs ou mains. Il s'y passe donc beaucoup de choses inquiétantes. Atteindre les points clés est difficile. Les forces de l'ordre ont du mal à le vaincre. Les cybercriminels ont aussi des sauvegardes pour restaurer leur système après une intervention des forces de l'ordre. Ils se repositionnent sous un nouveau nom et relancent leurs attaques. Et cela permet aux criminels, aux cybercriminels, de lancer des attaques de manière anonyme. Cela leur permet également de se faire payer car il existe un système complet de portefeuilles de crypto-monnaies et de systèmes de paiement qui permettent aux criminels de gagner de l'argent grâce à leurs gains mal acquis. Donc, c'est votre rapide comme 3 minutes, 5 minutes, je ne sais pas combien de temps cela a pris. Introduction sur ce qu'est le dark web et pourquoi c'est difficile à vaincre. Merci beaucoup. Pour tous ceux qui nous écoutent, prenez cela au sérieux, apprenez et éduquez-vous, car en fin de journée, nos données sont présentes. Il est crucial d'en être conscient, cela change tout. Et j'essaye toujours de vous faire comprendre cette partie. Alors, Eric, je veux probablement passer en revue l'un de vos rôles les plus marquants. Pendant votre mandat au Federal Bureau of Investigation, vous avez participé à la capture de l'espion Robert Hanssen. C'était un exploit légendaire. Et pour les personnes qui nous écoutent, Hanssen, qui a été arrêté en février 18 2001 à Foxton Park, près de sa maison à Vienne, en Virginie, accusé d'avoir vendu des secrets américains à la Russie pour 1,4 million en espèces et en diamants sur une période de 22 ans. Et c'était probablement l'un des plus grands cas d'espionnage, je dirais probablement des 50 dernières années environ.
Alors, parlez-nous de cette histoire et comment cela change beaucoup de choses et aussi parce que c'était l'un des premiers grands cas de cybersécurité. Bravo pour ça, évidemment. En effet, c'est aussi ma renommée. Robert Hanssen était l'un des espions les plus nuisibles de l'histoire des États-Unis et certainement le plus dommageable pour le Federal Bureau of Investigation, et l'affaire pour l'attraper était l'affaire la plus unique que le Federal Bureau of Investigation ait jamais menée. Tout d'abord, il a espionné pendant 22 ans, ce qui signifie qu'il a commencé son espionnage en tant qu'espion pour l'Union soviétique. Et il a espionné si longtemps, il a survécu à l'effondrement de l'Union soviétique et à la réforme en Fédération de Russie, ce que nous avons aujourd'hui, puis s'est réactivé et a continué à espionner. Il s'est porté volontaire sans jamais avoir été recruté. Il a pris toutes les décisions sans jamais révéler son identité à ses gestionnaires en Russie, ce qui explique sa longévité. C'était un maître espion et un chasseur d'espions. Sa formation était celle d'un analyste du contre-espionnage avec une expertise en Russie. Il était donc comme le directeur de banque qui vole sa propre banque parce qu'il connaît tous les protocoles de sécurité. Il savait qui étaient les espions, il savait à qui s'adresser, il savait à qui parler, et il savait exactement comment mettre en place son système de boîte morte où il volerait des secrets au Federal Bureau of Investigation, et il déposerait, déposer est un terme technique d'espionnage, mais il envelopperait des disquettes de données. Nous remontons le temps maintenant, n'est-ce pas, dans ses premiers espionnages, dans des sacs poubelles et du ruban adhésif, afin qu'ils soient protégés de la pluie et des éléments. Et il placerait ce paquet sous un pont à Foxton Park, juste à côté de sa maison à Vienna, en Virginie. Il prendrait ensuite un morceau de ruban adhésif et le collerait sur le panneau de Foxton, signalant que sa boîte morte était prête. C'est tout le jargon super espion pour tout le monde. Puis un officier du renseignement russe quitterait l'ambassade un jour prévu à l'avance et conduirait toute la journée pour s'assurer que personne comme moi ne le suivait. Lorsqu'il se sentait en sécurité, il passerait devant ce panneau. S'il voyait un ruban adhésif, il saurait qu'il est temps de récupérer les secrets, prendre le dépôt et laisser l'argent à Hanssen ailleurs. C'est en quelque sorte l'ancienne façon de mener l'espionnage. Mais Hanssen a été l'un des premiers espions à déposer des données, à déposer des disquettes à ses gestionnaires russes, alors qu'avant lui, la majorité des informations qui étaient placées dans des dépôts morts comme celui-ci partout dans la région de District de Columbia étaient soit sur du papier physique réel ou des images prises avec une microcaméra, et il devait développer le film. Donc Hanssen était à la crête d'une vague de changements dans la façon dont l'espionnage se produit et le vol à travers les systèmes informatiques. Les systèmes informatiques du Federal Bureau of Investigation n'étaient pas prêts à se défendre contre quelqu'un comme lui. Alors, comment l'attraper? Eh bien, le Federal Bureau of Investigation a eu un peu de chance. Ils avaient constitué une force opérationnelle avec la CIA et ils cherchaient une source en Russie qui pourrait les orienter vers cet espion légendaire que nous poursuivions depuis plus de 2 décennies. Nous savions qu'il y avait un espion parce que les choses allaient mal. Nous ne pouvions simplement pas voir où ça allait mal, comment ou ce qui y menait. Et il s'est avéré que l'un des agents spéciaux du Federal Bureau of Investigation les plus en vue que nous avons mis sur la tâche de capturer cet espion légendaire appelé Grey Sweet était Robert Hanssen. Il a été chargé de se capturer lui-même à un moment donné. Pour un espion, c'est la meilleure position possible. Donc, à la toute fin de sa carrière, juste avant de prendre sa retraite, donc c'est en décembre de 2000, il prend sa retraite en avril de 2001, quelques mois avant qu'il soit prêt à recevoir sa montre en or, sa pension complète et quitter le Federal Bureau of Investigation. Un ex-informateur du comité Gosudarstvennoye Bezopasnosti fournit un dossier d'information qui implique directement Hanssen. C'étaient tous des preuves circonstancielles, mais cela pointait vers Hanssen. Et dans cette petite salle d'agents qui ont reçu cette information, leurs cœurs se sont effondrés car ils savaient qu'il avait été chargé de se capturer lui-même. Et donc ils ont construit le meilleur piège à souris qu'ils aient jamais créé au Federal Bureau of Investigation. Ils ont créé une division entière au siège du Federal Bureau of Investigation, la première division qui s'est consacrée à la cybersécurité au Federal Bureau of Investigation, et elle a été appelée la section d'assurance de l'information. Et puis là, ils l'ont mis à la tête de celle-ci. Ils ont dit « Regarde, t'es notre meilleur programmeur. Tu comprends ces choses mieux que nous tous. Tu dis depuis des années que le Federal Bureau of Investigation sera compromis par quelqu'un qui comprend les systèmes informatiques. Tu comprends l'informatique et ils t'en ont confié la responsabilité. » Et puis ils ont cherché autour du Federal Bureau of Investigation pour cet agent spécial de premier plan qui était capable de se faire passer pour un autre et d'attraper un espion face à face comme ça. Ils n'ont trouvé personne parce qu'ils n'ont trouvé personne spécifiquement formé pour faire cela qui savait aussi comment allumer un ordinateur. Alors ils sont allés plus loin
Ils sont allés au-delà de ce groupe, de ce cadre d'agents spéciaux spécifiquement formés pour se faire passer pour un autre. Et ils m'ont trouvé dans une équipe de fantômes qui n'avaient jamais parlé à une cible. Je les avais toujours suivis depuis les ombres. C'était ma formation. J'utilisais des déguisements, j'utilisais des objectifs téléphoto, j'utilisais des imageurs thermiques, j'utilisais toute cette technologie et ce savoir-faire et ces techniques d'espionnage pour ne jamais parler réellement à ma cible, mais pour toujours les suivre et savoir où ils étaient et ensuite les arrêter avant qu'ils ne fassent quoi que ce soit. Soudainement, ils m'ont mis en avant car je savais allumer un ordinateur et vendre l'idée de construire la cybersécurité. C'était un risque et j'en étais la partie la plus risquée. Mais il s'est avéré que j'avais un talent naturel pour ça. J'avais fait des allers-retours à l'université, passé de cette chose à cette autre chose et finalement trouvé ma place au Federal Bureau of Investigation. Et là, à ce moment-là, dans ce cas, j'ai trouvé la chose que je fais très bien, aller sous couverture, tromper une personne, utiliser ce diplôme de psychologie et attraper un espion. Et nous y sommes parvenus en seulement 3 mois. Après 22 ans sans nouvelles de Hansen, nous l'avons attrapé en seulement 3 mois, et j'ai pu faire cela en identifiant l'endroit où il gardait probablement les informations qui allaient nous conduire à son arrestation. Et il s'est avéré que c'était un Palm Pilot. Si vous vous souvenez de cet appareil, il y en a un juste au-dessus de ma tête. C'est celui utilisé dans Breach. Ce Palm Pilot, un simple assistant numérique personnel, stockait des informations. Hansen l'adorait et ne s'en séparait jamais. Et j'ai réussi à le lui voler dans cette scène palpitante. J'ai créé une scène remarquable pour le film Breach, que je détaille dans un chapitre de mon livre, Great Egg. Mais le lui voler, le faire copier et le récupérer quelques secondes avant qu'il n'entre dans la pièce et me surprenne. Et cette information indiquait non seulement où il allait faire son dernier dépôt aux Russes sur ce pont du parc Foxton, mais aussi à quelle heure de la nuit et quelle date. Et donc nous étions là avant lui, cachés dans les bois, vous savez, enregistrant tout, et il a été arrêté dès qu'il est sorti du parc, et c'est ainsi que l'on attrape un espion. C'est fascinant. Je vous recommande de voir le film si vous avez lu le livre. C'est encore plus fascinant. Mais en touchant juste à cela, bien sûr, il y a tout le suspense et la partie thriller, parce que juste en vous écoutant, c'est assez émotionnel et aussi très excitant. Alors dites-nous à quel point étaient grands tous les dégâts qu'il faisait avec ce sabre. Eh bien, il était l'un des espions les plus nuisibles de l'histoire entre, pensez à l'apogée de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. Alors que tout le monde s'inquiétait d'une guerre nucléaire, Hansen a abandonné notre plan d'attaque nucléaire. Et donc les Russes, il s'avère que les Soviétiques savaient ce que nous ferions s'il y avait une guerre nucléaire, où nous tirerions, et ce que nous ferions s'ils tiraient en premier ou si nous tirions en premier. Non seulement cela, il a abandonné le plan de continuité du gouvernement. Donc, s'il y avait une attaque catastrophique où notre président et vice-président et le Congrès et tous les membres du cabinet et tous ceux qui comptent iraient se cacher pour qu'ils puissent aussi être touchés. Une guerre nucléaire aurait causé de nombreux problèmes, mais heureusement, elle n'a pas eu lieu. Il a également abandonné les opérations secrètes que nous avions menées. Je veux dire, ces choses peuvent coûter des millions à des milliards de dollars à mettre en place. Et il les abandonnait avant même qu'elles ne démarrent. Il y avait des agents du Federal Bureau of Investigation qui disaient que lorsque Hansen a été arrêté et que nous avons découvert l'ampleur de ses crimes, ils avaient passé toute leur carrière au Federal Bureau of Investigation à penser qu'il faisait une différence, mais il s'est avéré qu'il annulait tout ce qu'il faisait. Il a aussi abandonné des vies. Il a donc révélé les noms des individus qui sont nos espions en Russie, qui auraient potentiellement pu ne pas découvrir son identité, mais on dit au Federal Bureau of Investigation, nous pensons que l'espion qui nous donne toutes ces informations est au Federal Bureau of Investigation ce qui l'aurait menacé. Il les a dénoncés en sachant que dans l'Union soviétique de l'époque, il n'y avait pas de grand procès public avec un avocat célèbre. On vous emmène dans une pièce à l'arrière, on vous tire une balle dans la tête et on vous tue. Et un certain nombre d'entre eux ont été exécutés et certains ont été envoyés aux travaux forcés pour le reste de leur vie. Entre 84 et 85, grâce à Robert Hansen et un autre espion de la CIA nommé Alger Gain, les États-Unis ont perdu tous nos atouts en Russie. Nous étions complètement aveugles. Et c'était pendant la période la plus cruciale de la guerre froide et bien plus encore. Et les dégâts qu'il a causés, et les milliards, et une partie, est encore en cours de correction à cause de la profondeur de ce qu'il a abandonné pour très peu. Et il aurait pu faire 10 fois ce qu'il a fait avec ses millions. Maintenant, 1,4 million dans les années 80, c'était beaucoup d'argent,
mais nous ne savons pas ce qu'il a obtenu d'autre parce qu'il est facile de cacher des diamants ou de les faire disparaître. Mais il n'a appris que le nécessaire, faisant preuve d'intelligence. Il n'était pas dépensier, car c'était l'une des façons les plus faciles pour un espion de se faire attraper par le Federal Bureau of Investigation lorsqu'il voit quelqu'un conduire une voiture ou partir en vacances qu'il ne peut pas se permettre, ce qui soulève des questions. Waouh, c'est juste dévastateur comment quelqu'un peut faire ça à son propre pays, à ses propres équipes, à ses propres collègues. Et aussi, comme vous l'avez dit, tuer des gens au milieu et ne pas parler de beaucoup d'argent, c'est encore plus ridicule, mais ce n'est pas une question d'argent. Voici comment vous réalisez une telle chose. C'est un énorme accomplissement et bien sûr, je suis certain que les États-Unis vous sont redevables depuis longtemps. Mais une question est que vous avez décidé de choisir l'un des moments forts de votre carrière et avez décidé de commencer à étudier le droit ou de continuer à étudier et à changer de carrière. Donc, pourquoi ce changement de carrière après quelque chose d'aussi important que cela? Eh bien, il n'y avait nulle part où aller plus haut. Ce serait le plus gros dossier. Quand nous avons résolu cette affaire, je me souviens qu'un des agents plus âgés que je respectais, vraiment, est venu vers moi et m'a un peu frappé sur l'épaule en disant « Alors, Eric, comment ça fait de travailler sur la meilleure affaire que tu ne travailleras jamais dans toute ta carrière au Federal Bureau of Investigation? » Ces choses n'arrivent parfois à personne, et voilà. Donc, à 27 ans, tu viens de réaliser ta plus grande mission au Federal Bureau of Investigation. Je me suis dit qu'il n'y avait plus rien à faire, alors j'ai décidé d'essayer quelque chose de nouveau. La vraie raison de ma réponse ironique, c'est que j'étais épuisé à ce moment-là après 5 années consécutives passées sous couverture. Je n'étais pas sorti de couverture, et pendant tout ce temps, j'ai même travaillé sous couverture dans l'affaire Hansen en tant que moi-même, ce qui était la chose la plus étrange du monde. Normalement, en mission sous couverture, on utilise une identité et un nom complètement différents. Ici, je devais être moi-même au cas où je croiserais une connaissance du quartier général. Et je pensais que je devais réparer mon mariage. Je venais de me marier depuis 3 mois quand j'ai été mise sur cette affaire et je n'étais jamais à la maison. J'étais toujours au Federal Bureau of Investigation ou à l'école de droit et je retournais faire des recherches au bureau quand Hansen partait. J'étais extrêmement stressé et pensais que le moment était venu de quitter le Federal Bureau of Investigation. J'étais sur le point de finir mes études de droit et d'explorer les opportunités avec mon diplôme. J'ai donc accepté un emploi en droit de la sécurité nationale et en contrats gouvernementaux, qui découlait très bien du travail que j'ai fait au Federal Bureau of Investigation pour l'une des plus grandes entreprises de l'époque, D.L.A. Piper. J'ai énormément appris et après une courte carrière là-bas, j'ai décidé de créer ma propre entreprise. J'ai créé le Georgetown Group et en même temps accepté un poste à temps partiel à Global Communities, une association caritative, comme premier conseiller juridique pour continuer à exercer le droit. Et je dirige toujours le Georgetown Group. J'ai quitté Global Communities cette année pour me consacrer à mon entrepreneuriat, mes conférences et mon écriture. Et après avoir passé 15 ans, je pense avoir fait mon service là-bas pour rendre le monde meilleur. En droit. Et il continue à le faire, je pense, avec toute cette éducation. C'est plus important que jamais, je pense. Je pense que si vous faisiez cela avec le pourcentage maintenant, c'est beaucoup, beaucoup plus grand. Alors, continuez sur cette voie et c'est vraiment fascinant. Alors, votre transition du Federal Bureau of Investigation à une carrière en entreprise a apporté de nombreuses nouvelles expériences, notamment dans le domaine juridique chez L.A. Piper et d'autres organisations, comme vous venez de le mentionner. Donc c'était l'avènement d'Internet, également à cette époque. Donc Internet commençait à se développer, comme vous l'avez dit jusqu'à maintenant, c'est l'économie mondiale et sur Internet, mais que vous pensez ne peut pas être séparé de bien des façons. Alors parlez-nous un peu de votre expérience avec les entreprises, avec les organisations et aussi le processus, parce que si nous aimons, je viens de le dire, avant que les gens n'aient toujours pas la moindre idée de la plupart de ces choses. Donc je suis sûr que vous avez traversé beaucoup de cas de... Et bien sûr, par exemple, récemment, nous venons d'avoir une entreprise a eu un problème et une mise à jour logicielle a pris une partie de l'économie mondiale. Actuellement, de nombreux pairs de l'intelligence artificielle affirment que nous pourrions faire face à un risque catastrophique lié à ces événements potentiels. Il y a donc beaucoup de scénarios qui peuvent se produire. Beaucoup d'entre eux se produisent dans l'ombre grâce à Dieu, parce que certaines personnes comme vous sont là pour s'assurer que nous continuons à travailler ici. Mais un peu de votre expérience dans le monde de l'entreprise depuis la transition et comment voyez-vous cela, et pour les personnes qui nous écoutent, pour apprendre aussi avec votre expérience et ce que vous voulez partager avec nous? Certainement, Dinesh. Je pense que quitter le Federal Bureau of Investigation a été très difficile. C'était comme quitter une famille, mais aussi une source d'informations cruciales, introuvables ailleurs. Et donc, c'est comme avoir ce robinet énorme d'informations dans
au Federal Bureau of Investigation des secrets se déroule constamment. Puis un jour, vous quittez l'agence et tout s'arrête brusquement. Vous ne pouvez plus parler à vos anciens amis ou collègues de là-bas car vous n'êtes plus dans le cercle de confiance. Vous êtes à l'extérieur. Passez d'être un agent de terrain sous couverture, où je n'étais presque jamais dans un bureau, à être soudainement un avocat d'un grand cabinet où je passais toute la journée dans un bureau. C'était un peu difficile comme wow. Mais je pense que la façon dont le Federal Bureau of Investigation m'a appris à penser, à analyser et à prendre ces informations et à les synthétiser en faits opérationnels m'a vraiment préparé à être avocat. C'était un grand avantage à l'école de droit. Dans beaucoup de travail que j'ai fait au Federal Bureau of Investigation, je pouvais en fait, pendant un examen, revenir dans mon esprit et voir la classe où le professeur a expliqué la réponse. Je pouvais simplement le visualiser et j'ai toujours eu cette capacité d'enregistrer des choses dans ma mémoire. Cela a certainement aussi aidé en tant qu'avocat. Mais écoutez, j'ai toujours été quelqu'un qui a besoin de nouveaux défis. Je avait l'impression d'avoir relevé le défi d'être avocat. Je n'étais pas certain de vouloir rester dans le grand cabinet pour toujours. J'étais heureux de le faire jusqu'à ce que j'ai remboursé toutes mes dettes étudiantes et ma maison et tout ça, mais par la suite, j'ai choisi de progresser en créant ma propre entreprise. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de créer le Georgetown Group, une entreprise dotée d'une intelligence concurrentielle. Et donc, j'étais en train de marier tout ce que j'avais appris en contre-espionnage avec mon expérience en droit et en comprenant intrinsèquement ce dont les clients corporatifs ont besoin en termes d'information pour prendre les meilleures décisions. Nous favorisons la confiance. Mon idée était que vous obteniez certaines données lors d'une transaction, comme lorsqu'une entreprise en achète une autre auprès des avocats. Et je le savais grâce à mon expérience en fusion et d'acquisition. Et vous obtenez d'autres données des comptables, n'est-ce pas? Mais cela ne vous donne pas une image complète. Il manque une pièce de données sur une affaire. Et c'est ce que je voulais compléter. C'était la frustration que j'avais chaque fois que je travaillais sur une affaire de fusion et acquisition en tant qu'avocat. Je me disais, hey, je regarde cette entreprise et je sais qu'il y a plus là-bas que je pourrais aller trouver. Et je le faisais par moi-même. C'était génial en tant qu'avocat. C'était mon service plus encore. Et je me suis dit, et si nous commencions une entreprise et faisions cela? J'ai discuté avec des partenaires et nous avons décidé de le faire. 15 ans plus tard, nous sommes toujours en pleine forme. C'est vraiment important. Et je pense que pour les personnes qui nous écoutent, je pense que l'opportunité est que cela devient de plus en plus grand, de plus en plus complexe, et probablement que les impacts vont être de plus en plus importants à mesure que nous nous dirigeons vers de nouvelles directions. Donc, quelques questions juste à ce sujet. Il existe donc un lien entre la sécurité nationale et internationale et la cybersécurité. Cela évolue simplement lorsque nous entrons dans l'ère numérique actuelle et surtout avec l'intelligence artificielle. Quelles sont les tendances que vous observez, notamment grâce à votre expérience unique dans les domaines de la cybersécurité et de la cybercriminalité? Bien entendu, vous avez le contexte du Federal Bureau of Investigation et le contexte juridique. De plus, l'un des plus grands cabinets d'avocats du monde vous soutient, ce qui vous permet d'avoir un large champ d'action. Et par exemple, lorsque vous touchez à l'économie mondiale en ce moment, nous touchons principalement tous les flux numériques, tous les défis avec même une entreprise publique, les données sur cette entreprise publique, la propriété intellectuelle, beaucoup de choses différentes. Pour notre auditoire de podcast, même lors des interviews, il y a des personnes et des sujets que vous pouvez aborder et d'autres que vous ne pouvez pas mentionner. Il y a donc plusieurs niveaux ici. Comment voyez-vous l'étape actuelle de la cybersécurité, son évolution et certaines des menaces émergentes que vous devriez surveiller plus que jamais? Eh bien, la cybersécurité est difficile. Et la raison pour laquelle elle est difficile est que la cybersécurité a tendance à passer trop de temps en défense. Et la défense ne fonctionne pas. J'apporte le contre-espionnage à la cybersécurité. Le contre-espionnage ne signifie pas rester assis à attendre que quelque chose se passe. Cela signifie que vous envoyez des chasseurs d'espions pour trouver les méchants avant qu'ils ne lancent leur attaque. Et c'est la transition qui doit être faite et qui est en train d'être faite par certaines des meilleures entreprises de cybersécurité. En cyber, nous l'appelons la chasse aux menaces, n'est-ce pas? Vous avez des personnes qui comprennent l'esprit de l'attaquant et qui passent leur temps non seulement à surveiller et à observer, mais aussi à sortir activement et à chasser les menaces. Cela prend beaucoup de temps et demande beaucoup de discipline à un humain pour faire cela. Dinesh, nous allons maintenant discuter de certains points liés à l'intelligence artificielle que vous avez évoqués.
L'intelligence artificielle peut faire cela beaucoup plus rapidement. Ainsi, la cybersécurité de haut niveau déploie l'intelligence artificielle afin d'effectuer beaucoup de cette chasse aux menaces en arrière-plan. Et cela doit être ainsi car en même temps, les grands syndicats de cybercriminalité qui lancent leurs attaques à partir du dark web utilisent leur propre intelligence artificielle. Ils déploient l'intelligence artificielle non seulement pour lancer des attaques et perfectionner ces attaques et écrire du code. En seulement 2 mois, l'intelligence artificielle est passée de médiocre à excellente pour écrire du code. C'est à cette vitesse que la technologie progresse et apprend. Les attaquants criminels utilisent également l'intelligence artificielle pour faire ce qu'on appelle la contre-surveillance. Ils utilisent donc l'intelligence artificielle pour rechercher la cybersécurité lorsqu'ils lancent des attaques d'infiltration. Donc, juste pour donner une idée, si un syndicat de cybercriminalité veut infecter une ville, comme la ville de Dallas par exemple, avec une attaque de ransomware, et qu'ils se nomment eux-mêmes des chasseurs de gros gibier, ils veulent faire tomber une ville et forcer la ville à payer, n'est-ce pas? Parce que les gens ne peuvent pas payer leurs factures, les gens ne peuvent pas avoir de l'eau, les gens ne peuvent pas aller à la bibliothèque, les gens ne peuvent pas utiliser toutes les choses dont ils ont besoin, alors ce qu'ils feront, c'est non seulement attaquer en utilisant des vecteurs connus, mais ils utiliseront l'intelligence artificielle pour rechercher des faiblesses en cybersécurité et trouver ces trous et ces failles où la cybersécurité ne protège pas et essayer de lancer leur attaque là. Donc, ce que la cybersécurité peut faire, c'est constamment utiliser sa propre intelligence artificielle pour scanner les attaques, mais aussi pour traquer ces attaques. Donc, vous savez, ce que j'ai dit dans un éditorial il n'y a pas si longtemps, c'est que si tout le monde se souvient du film Tron, où, vous savez, c'est un tas de programmes qui se battent dans le cyberespace. Vous savez, nous pensions, waouh, c'est plutôt drôle à l'époque, mais c'est littéralement ce qui se passe maintenant. Il y a de bonnes et de mauvaises intelligences artificielles et elles s'affrontent en coulisses. Nous ne le voyons pas, mais cela se passe. Et cette guerre en ce moment est la guerre pour nos données. Et les données sont devenues la monnaie de nos vies. Donc, protéger ces données est important car tout ce que nous avons est en données. Tout, de tout notre argent jusqu'à ces photos de famille préférées qui s'étendent sur des années que vous ne pouvez tout simplement pas vous permettre de perdre. Tout est des données, donc nous devons le protéger. Et l'intelligence artificielle rend les choses difficiles car les criminels ne l'utilisent pas seulement de la manière que je viens d'expliquer et lancent des attaques et font de la contre-surveillance pour essayer de trouver la cybersécurité, tout comme elles essaient de trouver les criminels. Mais ils peuvent augmenter leurs opérations. Toutes les choses que l'intelligence artificielle nous aide tous à faire pour nous améliorer, nous permettre de travailler plus vite, de réduire le nombre de tâches banales. Imaginez simplement écrire un article et le rechercher. Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour faire beaucoup de recherches pour vous, pour synthétiser certains des sites que vous avez trouvés ou des ressources, même pour écrire les notes de fin pour ces sources. Cela réduit simplement tout le travail de base. Faites toujours le travail créatif vous-même. Si vous êtes intelligent, vous ne voulez pas que l'intelligence artificielle le fasse, car on découvrira vite que vous êtes un plagiaire. Mais l'intelligence artificielle peut réduire beaucoup de travail, et cela se passe partout, de la programmation aux opérations, en passant par la création de tableaux et de présentations. L'intelligence artificielle assiste notre vie de nombreuses manières, mais elle aide aussi les méchants. Ils peuvent augmenter les opérations. Vous n'avez pas besoin d'embaucher 5 programmeurs et de leur donner une part de vos gains de ransomware lorsque vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour faire une grande partie de cette écriture pour vous. Ensuite, un employé est responsable du contrôle qualité et de la vérification. Cela signifie donc qu'un grand nombre de personnes peuvent également se lancer dans le jeu des cyberattaques car elles peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour les aider et elles n'ont pas à apprendre autant. La malédiction est à la fois une malédiction et un remède universel. Cela va nous aider, nous informer et nous élever. Comme toute technologie, cela va d'une certaine manière nous abaisser. Et c'est à nous, en tant qu'humains, comme pour tout ce que nous avons inventé, de faire de notre mieux pour l'utiliser de manière éthique et de punir ceux qui en abusent. Nous avons tous une responsabilité, mais en sommes tous dépendants. Alors, ma prochaine question est, donc, quand nous regardons cela, et bien sûr, vous êtes un super expert, mais la plupart des gens ici vont simplement relever les défis. Je dirais qu'ils prient simplement pour que cela se produise, ce qui n'est pas la meilleure stratégie. Je pense que vous devriez être préparé à toute éventualité. Donc, quand vous examinez des stratégies critiques, j'aimerais entrer plus en détail si vous le permettez. Donc, si vous regardez les plus grandes tendances actuelles en matière de cybersécurité et de statistiques du dark web,
c'est surtout que nous avons beaucoup de choses, comme vous l'avez dit, sur nos données. Nous avons toutes les choses concernant les problèmes de crypto-monnaie liés à cela, les cartes de crédit, qui sont probablement la chose la plus importante, les informations de connexion des employés, qui sont probablement le plus gros problème, les comptes Zoom et les détails des réunions, les fausses identités et passeports, les drogues illégales. Mais ensuite, quand nous arrivons, et c'est la partie que je pense que tout le monde connaît d'une manière ou d'une autre, surtout mon public, mais la partie pour laquelle je pense que les gens sont mal préparés, et je pense même en regardant les gens, je travaille avec les meilleures universités, et je ne vois pas les universités mettre en avant à la fois l'intelligence artificielle et la cybersécurité, parce que tout le monde doit le faire. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous concentrer principalement sur les stratégies concernant les éléments les plus essentiels? Vous touchez au ransomware, malware, attaques DDoS, ingénierie sociale comme les emails de phishing, appels téléphoniques et prétexting, attaques basées sur les identifiants et toutes ces menaces qui prennent de l'ampleur par rapport à ce que vous avez mentionné. Alors, parlez-nous un peu de cela. Et d'un point de vue juridique, parce que vous avez plusieurs responsabilités, Gozolé, comment les gens peuvent-ils se préparer à cela, mais aussi comment les entreprises peuvent-elles travailler avec des professionnels comme vous pour se préparer à éviter ces choses, mais aussi pour avoir une action en place, parce que c'est le défi, c'est quand cela se produit, vous touchez beaucoup de villes ont toute la date dans le dark web. Je suis sûr que toutes les dates sont dans le dark web de toute façon, mais il y a beaucoup de choses, par exemple les hôpitaux qui tombent en panne, cela peut effectivement avoir des millions de personnes qui peuvent mourir, et bien sûr, si vous regardez la science-fiction, cela se produit tout le temps. J'aime la version Tron, mais il y a beaucoup de choses. En fait, il y avait une citation de James Cameron qui est récente, mais cela a tout à fait du sens que maintenant, il est difficile d'écrire de la science-fiction parce que vous vivez la science-fiction. Donc, je voulais juste aborder un peu cela et comment vous voyez ces choses, surtout pour les gens qui ne sont pas très conscients de cela. Le temps d'écrire votre roman, la science a beaucoup évolué. Vous devez le réécrire en tenant compte des progrès. Et à chaque fois, n'est-ce pas? Je comprends votre point de vue. Il est crucial d'aborder les problèmes les plus importants auxquels les gens doivent réfléchir. Vous savez, il fut un temps où vous aviez des scanners de virus qui arrêtaient les infections connues. Vous savez, que le scanner mettrait à jour. Nous ne voulons pas autoriser tout cela à fonctionner sur un ordinateur, et cela ne fonctionne plus car une grande partie du code est nouveau. Nous avons donc progressé, vous savez, de l'antivirus à la cybersécurité anti-malware, qui examine les choses qui semblent mauvaises, et sait ce qui semble bon, et sait faire des jugements, et arrête les choses qui sont des menaces majeures. Et la cybersécurité, c'est devenu assez bonne à cela. Alors, ce que les attaquants ont fait, c'est arrêter de perdre leur temps dessus. Parce que le moyen le plus simple de compromettre un système informatique, que ce soit votre ordinateur ou mon ordinateur que nous utilisons en ce moment pour nous parler, ou un réseau d'entreprises entier, dans une entreprise, une agence gouvernementale, une ville, une municipalité, est d'attaquer une personne. Qui est le meilleur pour compromettre les gens dans le monde, dans l'histoire? Les espions. Alors, ce que les criminels ont fait, ils ont appris des espions, et c'est pourquoi je veux juste me concentrer sur un terme que vous utilisez, qui est l'ingénierie sociale. La majorité des cyberattaques réussies se produisent parce qu'une personne a été trompée, dupée, compromise, un schéma de compromis, un schéma d'imposteur, pour lui faire remettre les clés de ses données. Comment ces attaques fonctionnent-elles? L'un des moyens les plus simples pour un attaquant de vous cibler est d'apprendre tout sur vous. Et dans notre société actuelle, très commodément pour eux, nous mettons tout sur nous-mêmes sur les réseaux sociaux. Jeter toutes nos informations sur les réseaux sociaux permet aux autres d'en apprendre beaucoup sur nous. Leur but est ensuite de nous tromper. Et il y a plusieurs façons de le faire. Dans le bon vieux temps, si vous vouliez recruter un espion, il y avait plusieurs façons de le faire directement. Vous les soudoyez. Je sais que vous avez des problèmes à la maison. Je sais que vous avez une énorme hypothèque. Je vais vous donner 100 000 $ et vous m'aider à voler des secrets. Ou vous les faites chanter. J'ai des photos de vous en train de faire quelque chose que vous ne voulez pas que votre femme ou votre grand-mère sache. Et si vous ne m'aidez pas, j'envoie les images à eux ou à votre employeur ou à votre patron ou au gouvernement américain. Ils sont maintenant accrochés à l'idéologie. Vous pensez beaucoup comme moi, non? Donc, vous devriez m'aider parce que votre employeur est une ordure, votre pays est terrible et vous le devez. Votre devoir est de faire cela, n'est-ce pas? Tout cela fonctionne. Vous savez, les criminels utilisent juste la même chose. Ils ne sont tout simplement pas aussi francs à ce sujet. Les cybercriminels collectent des informations sur vous pour vous inciter à faire ce que vous ne devriez pas.
comme ouvrir une pièce jointe malveillante, cliquer sur un lien dangereux ou divulguer votre numéro de sécurité sociale et d'autres informations sensibles en se faisant passer pour le Internal Revenue Service pendant la saison des impôts, votre banque ou d'autres entités. Ils utilisent des escroqueries d'imposteurs, une forme d'ingénierie sociale. Je veux aborder ce sujet car la situation empire. Nous allons prendre cette vieille attaque d'ingénierie sociale. Vous envoyez un email, vous y croyez et vous faites quelque chose que vous avez été formé à ne pas faire, comme ouvrir une pièce jointe ou cliquer sur un lien. Les attaquants utilisent l'intelligence artificielle pour compliquer considérablement les choses et passer au niveau supérieur. Donc, au lieu de vous envoyer un email, je vous envoie un lien de votre patron pour un appel Zoom tout comme celui-ci. Et vous vous connectez à l'appel Zoom, et là se trouve votre patron et il vous dit « J'ai besoin que vous envoyiez un virement parce que c'est une acquisition très confidentielle d'une entreprise. Et si ce virement ne part pas dans l'heure qui suit, nous allons manquer l'opportunité. Prévenez-moi par email ou service de messagerie pour une fois le virement effectué. » Voilà, vous venez de parler à votre patron. L'appel est terminé. Vous savez, dans ce monde où nous travaillons tous à distance, on pourrait supposer, eh bien je l'ai vu, il l'a dit, nous étions sur un appel Zoom, mais c'était tout de l'intelligence artificielle, un avatar d'intelligence artificielle. C'est ce que font les criminels. Ils utilisent ces attaques très trompeuses, non pas pour taper un tas de clés et tromper un ordinateur, mais pour tromper une personne. Et d'ailleurs, cette attaque de fraude par virement, que ce soit un email qui la réalise ou un texto ou une discussion parfois dans des conférences Zoom ou un avatar d'intelligence artificielle qui trompe complètement la personne, cela représente des dizaines de milliards de dollars de crimes volés aux entreprises chaque année. Donc, pour arrêter les attaques, ce n'est pas seulement une technologie robuste et ce n'est pas seulement de la formation. Le but est d'inciter les gens à adopter la mentalité des chasseurs d'espions. Nous devons changer notre façon de penser, et c'est beaucoup de mon leadership intellectuel. Vous devez penser comme quelqu'un qui essaye d'arrêter un espion, pas quelqu'un qui essaye d'arrêter le gamin dans le sous-sol, vous savez, avec le sweat à capuche, mais un groupe entier de personnes qui viennent de passer des semaines à tout apprendre sur vous afin de préparer l'attaque parfaite pour vous faire faire quelque chose que vous savez dans votre ventre que vous ne devriez pas faire par la coercition ou en vous envoyant quelque chose qui est trop beau pour être vrai. Voilà votre corruption, ou en faisant appel à votre nature, en vous faisant penser que c'est quelque chose que vous devriez faire. C'est votre idéologie. Ce n'est que l'ancien manuel de l'espion dans un tout nouveau monde de la cybercriminalité. Oui, c'est vraiment, vous l'avez dit d'une manière magistrale, mais c'est vraiment important. Et je pense qu'en ce moment, je veux aborder ce que vous avez dit à propos de la partie ingénierie et de la relation avec l'intelligence artificielle. Parce que bien sûr, le défi actuel est que, par exemple, mes entreprises et mon organisation construisent des avatars très sophistiqués et surtout, vous et moi pouvons en fait créer dans ce propre podcast. J'avais en fait mon avatar qui parlait en mon nom. En fait, si vous voyez mon podcast, les 3 ou 4 dernières vidéos, ce n'est pas moi, bien sûr. Vous ne réaliserez pas que ce n'est pas moi. Donc ceci, bien sûr, est fait pour le bien. Et une partie de mon travail consiste à mettre en évidence. Et c'est pourquoi j'ai également fait comme Leonardo da Vinci et Einstein. Mais le défi, comme vous l'avez dit, est que nous avons ce genre de niveau, surtout avec l'intelligence artificielle devenant si avancée. Et j'ai interviewé quelques-uns des plus grands noms de l'intelligence artificielle dans ce podcast. Comme mentionné dans le film Throne, nous sommes actuellement en train de nous immerger dans la conscience numérique et c'est le défi du moment. Nous allons donc avoir un autre élément qui est, bien sûr, maintenant nous entrons dans la science-fiction, mais la science-fiction est maintenant la réalité, c'est que nous ne traitons pas seulement pour les personnes qui peuvent réellement aller et faire l'ingénierie sociale et l'ingénierie inverse, tout ce qui se passe pour obtenir leurs résultats, mais vous allez aussi avoir une technologie avancée qui pourrait commencer à interagir avec nous. Je pense que cela continuera dans le futur proche, mais les choses évoluent rapidement. Vous allez avoir de nombreuses couches qui se produisent. Comment percevez-vous ce défi auquel nous faisons face? Oh, vous êtes aux États-Unis, une démocratie. Je suis au Royaume-Uni, également une démocratie. Mais la plupart des pays dans le monde ne sont pas démocratiques. Donc les valeurs ne sont pas les mêmes. Et vous avez mentionné l'Union soviétique, ou actuellement la Russie, nous avons l'Afrique, nous avons l'Asie. Il y a donc beaucoup de défis. Et d'abord, je me souviens que je faisais aussi une conférence dans un pays d'Asie et tout le monde parlait des problèmes de données autour de Facebook et Facebook ne le faisait pas. Et ils ont dit, eh bien, vous avez toujours Facebook. Nous n'avons rien à dire. Alors, cela m'a fait beaucoup réfléchir de différentes manières. Donc, nous sommes confrontés à beaucoup de défis en ce moment qui sont vraiment beaucoup plus à une vitesse que nous n'avons jamais eue dans l'histoire.
Et d'abord, vous avez mentionné quelque chose qui s'est passé en 22 ans. Il y avait une personne, mais maintenant l'échelle et la vitesse de cela peuvent en fait créer beaucoup de choses. Alors, comment pouvons-nous? Donc la question est, désolé, je sais que c'est un grand sujet, mais la question est surtout l'intégration des têtes légales. Comment pouvons-nous nous préparer? Et aussi, l'une des choses, parfois j'ai des jours où je me réveille et je construis de l'intelligence artificielle, donc je suis toujours excité et en même temps effrayé. C'est comme si je m'occupais de mes enfants, bien sûr, bon, je les aime plus que tout, mais je dois les éduquer. Je dois continuer à interagir avec mes enfants et m'assurer que je leur donne de bonnes valeurs. Pour le moment, nous sommes confrontés à de nombreuses complexités juridiques, géopolitiques et technologiques. En cybersécurité, le risque est toujours que quelqu'un veuille obtenir quelque chose de vous par tous les moyens. Et normalement, comme vous l'avez dit, ces personnes n'ont pas les meilleurs intérêts de quiconque. Donc, je veux juste me concentrer principalement sur une vision macro. Comment éviter de sombrer dans le cynisme face à ces défis? C'est en effet le plus grand risque auquel nous sommes confrontés. Évidemment, nous devenons inutilisés. C'est une question cruciale qui rejoint ce que vous disiez précédemment. Eh bien, vous savez, il y a beaucoup à déballer, mais commençons par l'origine de tout cela. Vous savez, nous avons eu cette pandémie dont plus personne ne parle, ce qui est assez incroyable. C'est presque comme si dire le mot COVID-19 était comme dans la série Harry Potter, crier le nom de Voldemort. Personne ne veut l'entendre, tout le monde s'en va. Oh, nous avons été protégés, mais cela a changé nos vies dans un sens technologique, d'une manière très importante. Avant, il fallait aller en studio pour enregistrer. Maintenant, on peut enregistrer un podcast n'importe quand et n'importe où. Vous alliez aussi dans un bureau avant. Maintenant, vous ne vous y rendez même plus. Les rares personnes qui y vont le font à contre-cœur, n'est-ce pas? J'ai des clients que je n'ai jamais rencontrés en personne. Et ils sont mes clients depuis des années. Et donc, c'est la nouvelle norme. Dans l'industrie, nous ne disons même plus à distance. Nous disons d'abord hybride, ce qui signifie que certaines personnes sont à distance. 2 ou 3 personnes pourraient être au bureau. Certaines personnes pourraient venir au bureau de temps en temps, mais chaque objectif de communication doit être d'abord hybride, ce qui signifie que les personnes qui sont à distance ne sont pas laissées pour compte. Donc, même lorsque les gens sont assis dans un bureau, quelqu'un est sur Zoom, n'est-ce pas? Quelqu'un est à l'écran. Cela a changé toute l'architecture de nos bureaux. Je connais des entreprises entières où personne n'a même de bureau. Quand vous venez, vous vous installez avec votre ordinateur portable et c'est votre poste de travail, n'est-ce pas? Pas de touches personnelles comme des photos de famille, c'est très impersonnel. Je travaille à domicile, je ne me rends plus au bureau. Cela a donc changé notre façon de travailler, de communiquer et d'être trompé. Parce que mon ami, il est tellement plus facile de vous tromper si vous ne m'avez jamais rencontré. Comment savez-vous que c'est moi? Je reconnais que c'est toi grâce à ta poignée de main si particulière. Mais je pense que c'est là que nous devons être un peu plus intelligents en ne faisant pas confiance à ce que nous voyons sur Internet, car une grande partie est synthétique, une grande partie est fausse et une grande partie est simplement des déchets. Et aussi la technologie doit y être intégrée. Les avatars intelligence artificielle dont vous faites partie deviennent de plus en plus performants de façon inquiétante. Nous aurons de bonnes choses, et il y en a aussi maintenant, n'est-ce pas? Nous allons avoir des films entiers, des films entièrement produits par une seule personne assise devant un ordinateur avec de splendides paysages urbains et scènes, et tout ce qu'il faut, l'ingéniosité de l'esprit et une intelligence artificielle puissante pour créer des avatars qui font l'acting. Elle pourrait même changer les voix, permettant à une seule personne de faire toutes les voix des personnages. Cela va complètement changer cette industrie. Dans le même ordre d'idées, cela rend très facile pour les criminels de nous usurper et d'utiliser des attaques par escroquerie, ces anciennes attaques dans un contexte moderne, où si vous n'avez pas un peu de connaissances et un peu de formation, vous allez être dupé parce que vous vous attendez à ce que la personne à qui je parle, c'est ainsi que les humains sont conçus, soit la personne que je crois qu'elle est. Nous ne sommes pas vraiment devenus comme critiques et méfiants envers cette nouvelle façon de communiquer via Zoom. Je crois que la technologie devra évoluer et commencer à examiner cette question à un certain point. Donc, quand vous vous connectez à Zoom, une pop-up indiquera que c'est un avatar, pas une vraie personne. La technologie en est capable, mais ce n'est pas encore intégré. Et comme il y a de plus en plus de ces attaques et qu'elles coûtent de plus en plus d'argent, je veux dire, il y en avait une juste l'année dernière, l'année précédente, à Hong Kong,
où un ensemble complet d'avatars intelligence artificielle a été utilisé contre une multinationale britannique contre leur directeur financier, assis à Hong Kong dans leur bureau de Hong Kong. Et ils ont réussi à voler 25 millions de dollars avant qu'ils ne se disent finalement « cela ne doit pas être correct » et à appeler le directeur financier lui-même. Je veux dire, c'est une excellente histoire. Je raconte l'histoire dans mon nouveau livre. Mais ce genre de choses fait peur. Maintenant, les avatars intelligence artificielle vont être merveilleux. Il y a un bon côté et un mauvais côté à toute technologie. Les avatars intelligence artificielle, si vous avez perdu votre voix ou vous ne vous sentez pas bien ce jour-là, votre avatar peut apparaître là et parler pour vous, peut avoir l'apparence que vous souhaitez avoir. Cela va, en quelque sorte, changer la façon dont se déroulent nos interactions interpersonnelles, mais cela va aussi aider les personnes qui ont des problèmes physiques ou des problèmes de santé, comme la perte de la parole, et je peux taper ce que je veux que mon avatar dise et peut être dans une conférence Zoom tout comme tout le monde. Donc, je pense que pour revenir à la question, nous devons trouver des moyens d'utiliser la technologie pour combler ce fossé et comment la société a changé à cause d'une pandémie qui nous a très brusquement jetés dans une nouvelle façon de communiquer. Oui, et comme vous l'avez dit, ce sera une nouvelle cible mouvante, plus complexe que jamais à mon avis. Mais je pense qu'il faut vraiment agir. Donc revenons aux aspects pratiques et à votre travail. Comment les entreprises peuvent-elles réduire ces risques? D'accord, mais comment devenir pratique, disons 1, 2, 3 pas du côté juridique, technologique et surtout dans l'éducation qui reste pour moi la plus grande partie? Oui. Heureusement, la deuxième moitié de mon livre, la deuxième partie de mon livre est une méthodologie que j'ai élaborée sur comment les entreprises et les individus peuvent faire exactement cela, tout depuis le consommateur qui achète quelque chose en ligne jusqu'à une entreprise qui cherche à défendre ses systèmes contre une importante attaque de ransomware, une attaque DDoS, ce genre de choses. Et il y a vraiment 4 étapes. Et les étapes sont les mêmes que celles que j'utiliserais lorsque je traquais un espion déployé au Federal Bureau of Investigation. Il va se préparer, non? On ne peut pas attendre la situation de pression, attendre l'attaque pour dire « peut-être que nous devrions investir dans la cybersécurité, mais il faut se préparer ». Et il y a quelques façons de le faire. C'est juste une sorte de... c'est la micro-réponse à une très longue réponse, n'est-ce pas? La préparation signifie que vous comprenez où se trouvent vos données et qui y a accès. Si vous ne pouvez pas le faire, vous êtes fichu car les attaquants trouveront un moyen d'entrer. Donc, vous découvrez où se trouvent les données les plus critiques que vous avez. C'est là que vous allez mettre vos protections et vous devez comprendre qui y a accès. Certaines des plus grandes violations au cours des 5 dernières années se sont produites parce qu'un employé a quitté ou un fournisseur qui avait un réseau privé virtuel dans votre système, le compte d'un ancien fournisseur est resté ouvert sans authentification à 2 facteurs, permettant aux méchants d'y accéder. Avec seulement un nom d'utilisateur et un mot de passe acheté sur le dark web pour environ 5 centimes, ils ont pu voler des millions de dollars. Donc, savoir qui a accès à ces données est crucial. Il s'agit de contrôler les privilèges et de s'assurer que seules les personnes qui en ont besoin y ont accès. Au Federal Bureau of Investigation, nous appelions cela la compartimentation. Dans James Bond, c'est rien que pour vos yeux. Si vous n'avez pas besoin de connaître l'information, si vous n'avez pas besoin d'utiliser l'information dans ce que vous faites pour votre travail, vous ne devriez pas y avoir accès. Vous superposez donc vos contrôles d'accès. Donc, vous êtes préparé. Et cela signifie aussi que vous investissez non seulement dans la cybersécurité, mais aussi dans quelqu'un qui peut vous conseiller sur la manière de bien faire les choses. Toutes les entreprises ne peuvent pas embaucher une équipe entière de professionnels de la cybersécurité. Tous les directeurs de la sécurité de l'information, directeurs de la sécurité de l'information, ne sont pas des professionnels de la cybersécurité complets et sophistiqués qui connaissent tous les aspects. Ils pourraient aussi nécessiter de l'aide. Ainsi, la troisième partie de la préparation est de ne pas penser que vous ne pouvez pas demander de l'aide. Demandez de l'aide en cours de route. Donc, vous êtes préparé. Vous devez également avoir un plan. Que se passe-t-il si vous êtes attaqué? Comment communiquer? Préparez-vous, puis évaluez. C'est là que la plupart des entreprises échouent. Et les gens aussi. La cybersécurité n'est pas un processus ponctuel. Nous avons investi dans la cybersécurité et l'avons installé sur nos ordinateurs. Nous avons un plan en cas d'attaque. Nous avons déterminé où se trouvent nos données et qui y a accès. Et nous nous assurons constamment que lorsque les gens partent, nous leur retirons l'accès, ce genre de choses. Mais les choses changent. Vous acquérez soudainement une autre entreprise et engagez un fournisseur.
Maintenant, ils ont accès à vos données et vous devez réviser tout votre plan. Donc, cette partie d'évaluation signifie que vous regardez constamment votre plan en le modifiant et en le faisant fonctionner. Ce plan vous informera lorsqu'une attaque se sera produite. Lorsqu'une personne a un point d'appui, lorsqu'un compte a été compromis, la cybersécurité hisse des drapeaux et dit « Cette personne accède à quelque chose qu'elle n'est pas censée accéder ». Ensuite, vous devez passer en mode d'investigation, ce qui signifie que vous devez être prêt. Qui va venir enquêter? Pouvez-vous le faire en interne? Faut-il que quelqu'un vienne de l'extérieur? Les avez-vous en appel rapide, prêts à vous aider? Cette enquête doit se dérouler très rapidement car plus elle prend de temps, plus l'attaquant aura l'occasion de compromettre. Et enfin, vous devez prendre une décision. Vous devez prendre une décision. Et cette décision pourrait être de tout arrêter afin que nous puissions expulser le méchant. Nous perdrons 2 semaines de productivité au travail, mais ce ne sera pas catastrophique. Cela peut être, vous savez, nous sommes bloqués par un rançongiciel et nous allons payer la rançon parce que le point de douleur de la remédiation est trop élevé. Ce n'est pas toujours la meilleure solution, mais parfois c'est la seule. Mais vous devez prendre des décisions, et ces décisions doivent être informées par votre plan. Parfois, les entreprises échouent simplement parce qu'elles sont paralysées. Elles ne savent pas quoi faire malgré leur plan. L'attaque a eu lieu, mais ils n'ont pas pensé à ce que je fais ensuite. Comment je gère ça? Et ils n'ont pas demandé d'aide. Pour les individus, la chose la plus importante, et je sais que cela se dit beaucoup, mais c'est aussi la plus grande erreur que les individus commettent, ne comptez pas sur votre mot de passe. Je vous ai dit que Dinesh allait revenir à cela. Les mots de passe sont morts. Ils ne fonctionnent tout simplement pas. Il vient d'y avoir une fuite de base de données où 2,9 milliards de mots de passe, de noms d'utilisateurs et de mots de passe ont été publiés à partir du Dark Web. Cette collection ne représente qu'une partie des ressources disponibles sur le Dark Web. Quand vous modifiez votre nom d'utilisateur et mot de passe, les anciens se perdent définitivement. Vous savez, l'entreprise le perd, le glacier où vous utilisez ce mot de passe le perd et tout est à vendre. Tout ce qu'ils ont à faire est de découvrir qui vous êtes et de les acheter sur le Dark Web et de les essayer. Si vous n'utilisez que des mots de passe sans authentification à 2 facteurs, vous êtes vulnérable. C'est le strict minimum maintenant. Et par authentification à 2 facteurs, et je sais que vous êtes un public sophistiqué, mais simplement parce que c'est si crucial, ce texte qui arrive sur votre téléphone, avec le lien supplémentaire, cette application d'authentification que vous avez installée qui vous donne ce code à usage unique, l'email supplémentaire qui arrive, qui vous donne le code, quelque chose au-delà du mot de passe. Vous ne devriez jamais vous connecter à quoi que ce soit avec seulement le nom d'utilisateur ou le mot de passe parce que les personnes qui n'utilisent que le nom d'utilisateur ou le mot de passe, ce sont elles qui vont être attaquées. Il y en a plein là-bas. Ne soyez pas l'une de ces personnes. C'est comme cette vieille blague. Comment fait-on courir un ours? Vous faites trébucher le gars le plus lent. Laissez l'ours les attraper. C'est ainsi que vous vous échappez. Soyez celui qui active la bonne cybersécurité et se protège. Eh bien, des mots sages et très importants. Bon, s'il vous plaît, pour les personnes qui nous écoutent, faites une pause, répétez-le et notez-le, ou au moins achetez le livre et les différentes choses. Eric est très présent en ligne. Il a un livre à venir, Le fil invisible, où il aborde notamment le sujet de l'éducation qui occupe une partie importante de l'ouvrage. Mais parle-nous un peu pour les personnes qui nous écoutent, et je suis sûr que je serai le premier à le lire et à l'avoir avec moi. Mais je pense que pour notre public, ce sera aussi un élément clé pour tous ceux qui nous écoutent. Il existe de nombreux livres sur la cybersécurité et la cybercriminalité, mais j'ai constaté qu'aucun n'a réussi à capter mon attention lors de leur lecture. Et donc, la façon dont j'ai écrit Grada est... Je souhaite que les gens le lisent comme un thriller d'espionnage captivant. Mon but est qu'ils s'investissent dans l'histoire et soient portés par celle-ci du début à la fin. Donc, j'écris une histoire sur la non-fiction, une histoire vraie sur la cybercriminalité. Pourquoi c'est un tel fardeau pour la société actuellement? Comment elle a grandi si grande? Ce qu'est le dark web à travers le storytelling. Je vais donc raconter des histoires sur de réelles cyberattaques, l'espionnage et la criminalité informatique. Certaines des plus grandes et des plus petites de l'histoire, avec lesquelles j'ai personnellement eu affaire, notamment celle qui m'a réellement touché. Je veux dire, je suis un chasseur d'espions formé qui est un professionnel, et ces cybercriminels étaient si doués qu'ils m'ont presque eu à la toute dernière minute, j'ai remarqué l'arnaque. L'idée est de changer la façon dont les gens pensent à la cybercriminalité. Et ce que je vous fais subir, c'est le même entraînement que j'ai appris en tant qu'enquêteur en contre-espionnage au Federal Bureau of Investigation sur comment arrêter les cyberattaques.
Dans la première partie du livre, je vous enseignerai comment penser comme un méchant, toutes les façons dont il nous attaque en utilisant la tromperie, l'usurpation d'identité, le système de confiance et l'intelligence artificielle pour nous tromper. Toute la première partie du livre, qui est la plus longue partie du livre, vous met dans l'esprit du méchant afin que vous compreniez la façon dont ils vont vous attaquer de toutes les manières possibles. Et puis la deuxième partie dont nous venons de parler un peu consiste à penser comme un chasseur d'espions, à agir comme un chasseur d'espions, à identifier activement les attaques avant qu'elles ne vous compromettent, puis à les arrêter sur le champ. Et tout cela à travers le storytelling. Donc c'est le genre de livre dont vous aurez envie de lire le prochain chapitre pour savoir ce qui se passe ensuite, mais vous apprendrez énormément sur la manière dont les cybercriminels procèdent et sur la façon dont vous pouvez être meilleur qu'eux à leur propre jeu. C'est un élément génial de la gamification. J'ai hâte de lire le livre et lui souhaite un grand succès. Donc pour conclure, et je veux respecter votre temps, donc les 2 dernières questions. Alors tout d'abord, avec le paysage de la cybersécurité qui évolue constamment et nous touchons à l'intelligence artificielle, les choses vont changer plus rapidement que jamais. Donc la première question est, que pensez-vous que la prochaine décennie nous réserve? Nous avons discuté de ces sujets principalement pour la sécurité nationale, internationale et d'entreprise. Vous avez également soulevé un point crucial, c'était notre ingénierie sociale parce qu'en ce moment, il n'y a pas seulement le piratage des secrets d'entreprise, de la propriété intellectuelle, mais aussi notre identité qui est probablement l'une des choses les plus sensibles. Et il y a beaucoup de choses en ce moment avec les deepfakes, de toutes ces personnes qui malheureusement traversent des choses horribles avec leur ex-femme ou mari et toutes ces différentes choses, mais aussi les identités volées et ainsi de suite. Alors, comment voyez-vous ce genre de tendances spécifiques et de technologies que vous pouvez croire qui peuvent dominer le domaine et qui peuvent également nous aider à gérer cela? Vous avez abordé plusieurs sujets, mais vous avez surtout mis en évidence les domaines qui touchent ainsi davantage notre intégrité personnelle. Et comme vous l'avez dit, voilà, vous travaillez depuis chez vous. Je travaille aussi principalement de chez moi, bien que j'ai une équipe dans le monde entier. Donc je pense qu'à la fin de la journée, nous avons tous affaire avec nos familles et soudainement, mon enfant pourrait aller chercher mon ordinateur et voir quelque chose de très secret sur un certain type de logiciel et simplement brancher un YouTube ou quelque chose comme ça et partir. Je suis convaincu que cela arrive à tous les parents et à chacun d'entre nous. Donc je veux juste aborder ce sujet parce que c'est probablement l'une des plus grandes complexités aussi, parce que je ne peux pas me plaindre. J'ai une bonne maison. Je peux avoir mon espace et vous probablement aussi. Nous sommes des exceptions. La plupart des gens ont beaucoup de ces choses. Je veux aborder ce sujet et anticiper la prochaine décennie, car les défis seront plus importants, tout comme la rapidité et les perturbations. Je pense qu'il y aura un retour au travail modifié juste pour y arriver. Je pense qu'il y a une certaine pression sur les entreprises pour ramener les gens à la maison, c'est ce qu'ils disent. Regardez, le travail à distance est pratique, mais ce n'est pas bon pour la cybersécurité et ce n'est pas non plus bon pour la convivialité et les connexions sur le lieu de travail dont vous avez besoin. Certains des moments les plus inspirants surviennent dans ces moments non séquentiels où vous tombez simplement sur quelqu'un dans le couloir et vous n'aviez pas prévu de le rencontrer, mais vous avez commencé à parler et vous avez trouvé une solution à un énorme problème. Cela ne serait pas arrivé si vous n'aviez pas simplement croisé des chemins. Nous ne croisons plus les chemins. Nous planifions des réunions. Donc, je pense que nous avons perdu un peu de cela et je crois vraiment que vous voyez beaucoup de pression dans les entreprises pour ramener les gens à la maison, retourner aux bureaux fiscaux, au moins pour un jour, une semaine. De nos jours, de nombreuses entreprises ont réduit leurs effectifs, mais je pense que celles qui ont de très grands bureaux et louent beaucoup d'espace ont l'impression de devoir les remplir. Donc, je pense qu'il y aura un peu plus de travail sur site, mais je ne crois pas que nous abandonnerons complètement le télétravail. Je crois que le monde a emprunté cette voie. Cela a mondialisé la main-d'œuvre. Comment faites-vous venir les gens au bureau si vous venez d'embaucher des personnes de 10 pays différents à travers le monde? Ça ne va pas fonctionner. Je ne vois pas cela se produire totalement, mais je vois qu'il y aura une certaine pression pour le faire. En termes de tendance, voici une importante. Je pense et je crois vraiment que dans les prochaines années, et disons dans 3, nous aurons une attaque cybernétique catastrophique mondiale. Et ce que je veux dire par là, c'est quelque chose qui impacte des millions et où je pense que c'est l'infrastructure critique. Vous savez, il y a beaucoup de prédictions. Le Forum économique mondial prédit depuis un certain temps qu'il y aura un événement mondial catastrophique en mutation qui pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être une autre pandémie, ça pourrait être un astéroïde qui frappe le monde. Vous savez, ça pourrait être quelque chose de fou comme ça.
mais ils ont prédit que cela va se produire d'ici 2026. L'un d'eux est une cyberattaque à grande échelle sur les infrastructures critiques, et c'est là que je mets mon argent. Il y a eu des attaques de sondage significatives à l'ouest, non seulement par la Russie et la Chine et l'Iran et la Corée du Nord, mais aussi par d'autres où ils ont réellement réussi à s'implanter dans les infrastructures critiques de pays occidentaux, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Allemagne, vous les nommez. Et l'idée ici est de se préparer à toutes sortes de guerres futures. Maintenant, je ne sais pas s'il y aura une guerre future, mais le monde est en quelque sorte dans une situation précaire. Il y a deux guerres en ce moment que je ne pensais pas que nous allions voir, une guerre en Ukraine, une guerre physique. Ils ont lancé des cyberattaques l'un contre l'autre, mais pas de cette ampleur. Et évidemment, ce qui se passe en Israël, et les choses deviennent tendues, nous n'avons pas le meilleur. Relation géopolitique mondiale avec la Russie en ce moment, Est et Ouest. Une seule attaque catastrophique pourrait nous priver de lumière et d'électricité. Je pense que c'est ce qui nous attend. Quelque chose qui ne se produit pas seulement pendant un jour ou deux, mais quelque chose qui dure. Je crois à cela si fermement. Je ne pense pas du tout que ce soit une théorie du complot. C'est un sujet bien débattu et une grande préoccupation pour le gouvernement américain, l'industrie et les compagnies d'électricité. J'ai installé de nombreux panneaux solaires sur mon trajet. J'ai des réserves d'énergie murale et je suis prêt. Je pense que nous devrions tous l'être. Et je pense que cela doit faire, c'est allumer un feu sous les gouvernements pour renforcer notre réseau électrique, le rendre plus résilient et protéger l'infrastructure cybernétique de notre distribution d'énergie en général. Parce que je pense que c'est le prochain domaine d'attaque pour tout conflit géopolitique mondial. Des mots très sages. Je vais conclure sur cette dernière pensée. Pour ceux qui souhaitent rester informés sur ce sujet, il y a bien sûr votre livre à venir. Ouais, il y a beaucoup d'informations et différentes parties, mais pour les personnes qui veulent devenir, donc surtout les jeunes, parce que bien sûr, nous parlons de l'avenir du travail ou de l'absence de travail, ou aussi de la disparition du 9 à 5 et de beaucoup d'autres choses. Cependant, une récente étude révèle que des millions de postes dans le domaine de la cybersécurité restent vacants. Il y a donc beaucoup d'opportunités. Regardons le côté positif de cela et comment pouvons-nous, en particulier les jeunes et les startups et les écosystèmes et les professionnels, ils veulent regarder cela et se préparer à relever les défis, comme vous venez de le dire, au niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel. Quel serait le conseil tiré de votre expérience également? Une chose importante est de se spécialiser. Un simple diplôme en informatique ne suffit pas. Spécialisez-vous en cybersécurité, spécialisez-vous en chasse aux menaces, spécialisez-vous dans les sciences particulières de la contre-intelligence en cybersécurité qui vont être immédiatement déployables. Il y a tellement d'opportunités pour les personnes qui ont une connaissance de la cybersécurité. C'est l'industrie à la croissance la plus rapide après la cybercriminalité, ce qui est logique, n'est-ce pas? Alors que la cybercriminalité et l'espionnage cybernétique prennent de l'ampleur, chaque entreprise a besoin de personnes qui en comprennent les enjeux. Il existe des entreprises spécialisées en cybersécurité, composées d'experts qui maîtrisent ce domaine. Ainsi, avoir une connaissance et une notion de base qui se transforment en une compétence spécifique va rendre une jeune personne incroyablement commercialisable, dont nous avons besoin de beaucoup plus d'esprits jeunes, innovants et brillants. Ils seront la prochaine solution pour sauver le monde de toutes ces cyberattaques. Je dis tout le temps aux jeunes, quand je parle aux universités, quand je parle aux lycéens, regardez si ce monde vous intéresse, c'est une carrière qui ne finira jamais. Même l'armée, nos grandes branches militaires aux États-Unis, ont tous ces énormes centres de guerre et de défense cybernétique où ils forment la prochaine génération d'officiers à se défendre contre ce genre d'attaque parce qu'ils savent que la prochaine guerre se déroulera principalement dans le cyberespace. Donc, je pense que si vous envisagez de vous lancer dans ce monde, alors vous aurez une merveilleuse carrière avec beaucoup d'opportunités. Vous travaillez en tant que conseiller juridique général et chef de l'éthique. Donc, nous avons abordé tous ces défis qui vont créer beaucoup, je dirais, de questions. Bien sûr, il y a toutes ces théories du complot. Vous, les Américains veulent devenir un peu paranoïaques à ce sujet, surtout avec les élections. Comment pouvons-nous conserver notre éthique et surtout votre expérience en tant que chef du service de l'éthique et garder un peu les pieds sur terre, mais aussi un sens de, je dirais, une sorte de santé mentale au milieu de tout cela, surtout quand il s'agit de tous les défis dont nous avons parlé pendant cette dernière heure. L'éthique est ce qui nous définit et nous informe.
Notre éthique, notre système d'éthique et de valeurs nous sépare de les criminels. Je veux dire, les criminels sont ceux qui n'agissent pas de manière éthique. Je veux dire, même un espion pourrait dire qu'il agit de manière éthique parce qu'il fait quelque chose pour promouvoir, vous savez, la géopolitique dépend simplement du côté, vous savez. Les espions qui espionnent les États-Unis pour la Russie sont leurs héros et nos espions sont dans leurs droits. Mais en matière de cybercriminalité, c'est assez noir et blanc. En tant que professionnel de la cybersécurité, vous pouvez facilement franchir une ligne et devenir un cybercriminel, probablement gagner beaucoup d'argent, mais vous sacrifiez votre éthique. Et je pense qu'il est très important d'agir de manière éthique, même lorsque nous menons des recherches très robustes, et je travaille avec une entreprise qui crée des malwares synthétiques. Maintenant, il est déarmé, donc s'il était volé, il ne pourrait pas être utilisé, mais l'idée est pour former l'intelligence artificielle à identifier les malwares, il est nécessaire d'avoir des échantillons de malware contre lesquels l'entraîner. Donc, vous avez une intelligence artificielle qui construit des malwares qui sont désarmés, puis qui forme une intelligence artificielle pour repérer les malwares afin que la cybersécurité puisse identifier les mauvaises choses avant qu'elles ne nous infectent. Mais vous pouvez penser à l'éthique qui est nécessaire pour faire cela de manière éthique. Et c'est pareil pour tout. Si vous travaillez dans le gouvernement, votre éthique est ce qui vous empêche de devenir un Robert Hansen et de vendre des secrets aux plus offrants. Vous travaillez pour une entreprise, votre éthique est ce qui fait de vous un bon citoyen d'entreprise, un bon collègue et quelqu'un qui ne va pas voler des informations et les publier en ligne parce que vous êtes en colère contre votre patron ou les vendre à la concurrence dans la rue. Ces éthiques nous définissent en tant qu'humains. Sans elles, nous ne valons pas mieux que les méchants lançant des attaques depuis le dark web. Des paroles sages et précieuses. Eric, ce fut un merveilleux périple. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Votre approche saine sur le sujet m'a fait me sentir plus en sécurité. Tout d'abord, félicitations pour votre carrière et pour nous avoir rendus plus protégés. Je pense que tout le monde nous a écoutés. Pour notre audience, suivez des personnes comme Eric, lisez ses livres et engagez-vous. Nous avons besoin de plus de personnes saines et sages. Merci Eric, ce fut un honneur. Merci Ninesh de m'avoir invité. Je l'apprécie. Merci.